Bonjour à tous, merci de venir si tôt le matin nous voir pour cette petite conférence sur, par le cercle des impulseurs. Walter en a un peu parlé hier. En gros, qu'est-ce qu'on fait? On prend un sujet sur lequel on travaille pendant à peu près un an. Et l'objectif aujourd'hui, c'est de vous faire une restitution sur le travail qu'on a fait. On est parti d'un constat qu'il y a beaucoup de changements actuellement. Alors, souvent on dit c'est sur les jeunes, la génération Z, et au fur et à mesure des analyses qu'on a faites, des suivis, des interviews, analyses sur toutes les études qui ont été faites, on s'est rendu compte que ce qu'on attribue souvent à la génération Z vient impacter vraiment toutes les générations, et que le monde du travail est en pleine évolution et qu'aujourd'hui, en 2024, manager, on a des nouvelles attentes et on a essayé de trouver des clés dans lesquelles pourront puiser les chefs d'entreprise que vous êtes, les managers que vous êtes, pour essayer de faire face à ces nouvelles attentes. Donc voilà, avec la règle des 5C, comment casser les codes sans casser les codes. Voilà. Pas du tout. Merci. Sans casser les chances, voilà, vous mettez ce que vous voulez. Donc, comme je disais, on est parti vraiment de la génération Z pour ensuite se rendre compte qu'il y a eu beaucoup de changements et que toutes les générations présentes sur le marché du travail se sont appropriées ces petits avantages, ces petits changements mentaux qu'il peut y avoir. Donc, on va commencer par vous expliquer ce qui se passe avec d'abord des attentes personnelles. Effectivement, on a constaté, non, ce qu'on va vous faire, c'est qu'on va déjà vous donner le constat qu'on a établi un petit peu, comme il le disait justement, avec tous les interviews, recherches diverses et variées qu'on a pu faire. On s'est rendu compte qu'il y avait déjà pas mal d'attentes personnelles. La liste est quand même assez longue au niveau des salariés d'aujourd'hui. Donc, encore une fois, qui ne recouvrent pas que la génération Z, mais qui se sont un petit peu infusés maintenant chez quasiment tous les salariés. Donc, notamment, alors on vous a mis un petit nuage de mots, enfin, tu l'as là vous aussi. ayez un petit peu une idée. On a noté quand même que les salariés aujourd'hui, le changement, il se fait principalement sur la priorité des attentes. Quand je dis priorité des attentes, c'est un petit peu priorité de leurs attentes. C'est-à-dire que du coup, ils sont beaucoup plus en demande, quelque part, d'un changement de paradigme. Donc on vous a mis collaborer par rapport à exécuter. C'est vrai qu'ils nous demandent maintenant plutôt de travailler avec nous plutôt que pour nous. C'est un petit peu ce qu'on a constaté. On a également constaté qu'il y avait un gros besoin d'équilibre vie pro, vie perso. Ils sont moins prêts à nous accorder du temps comme auparavant sur des horaires un petit peu larges. Ils ont quand même assez d'exigences sur le respect de certains jours de repos, sur le respect du droit à la déconnexion. On a vu que ça a été traduit notamment dans la loi à ce sujet. Également, ils demandent du bien-être au travail. Donc, il faut que maintenant on fasse en sorte finalement que le travail soit plus désagréable et d'enlever un petit peu les frustrations. Ils ont également le besoin qu'on leur... Alors c'est toujours dans cette même idée de facilité. Quelque part, c'est de leur apporter des outils pour qu'ils aient moins de choses à faire, que les choses soient plus fluides. Alors, vous verrez tout à l'heure dans les clés, mais c'est ce qu'on a regroupé un petit peu sous le côté entreprise 2.0. C'est-à-dire que l'idée, c'est que l'entreprise évolue pour qu'on leur facilite un petit peu la vie au quotidien. Voilà. Vous me dites s'il y a des... Oui, non, mais c'est vraiment ça. Et puis, avec l'équilibre vie pro et vie perso, c'est vrai que pendant des années, les gens allaient travailler pour manger. Et maintenant, on se rend compte qu'il y a une inversion qui commence à se faire avec la priorité donnée à voyager, prendre des congés, avoir différentes choses. Plutôt, voilà, la priorité a changé, c'est plus je travaille pour me nourrir, mais je travaille pour profiter de la vie pleinement. Et il faut voir si on peut combiner le travail et cette vie perso, les attentes qu'ils ont sur la vie personnelle. On verra si on peut le faire jusqu'au bout, effectivement, parce que c'est beaucoup les loisirs. Je vois qu'il y en a beaucoup qui sourient, parce que ça vous rappelle des petites... Voilà, des petites anecdotes, je pense que chacun on en a entendu pas mal.
Et au-delà de ça, du coup, donc ils ont pas mal d'attentes à ce sujet. Il y a également un autre souci un petit peu qui arrive, c'est qu'ils ne restent plus. Ça, c'est un petit peu le côté éphémère, c'est-à-dire qu'ils ont besoin d'évoluer très vite, de continuer à évoluer, et finalement, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de retours qui nous indiquent que même si on met pas mal de choses en place pour essayer de les faire rester, au bout de 2-3 ans, on aura des chiffres un peu tout à l'heure, ils s'en vont quand même parce qu'ils ont fait le tour, il faut qu'ils découvrent de nouvelles choses et que finalement, ils ont besoin d'avancer et d'aller ailleurs. Donc c'est ce côté un petit peu éphémère, impatient, tout doit aller assez vite, on doit donner les choses rapidement. Et quelque part, finalement, c'est là où il y a encore cette inversion, c'est qu'on doit d'abord donner, finalement, par moment, avant de voir ce que ça donnera. Avant, le salarié, il arrivait, il faisait ses preuves pour évoluer à un rythme donné. Aujourd'hui, ils arrivent avec déjà pas mal de demandes. Et si au bout de quelques mois, ils voient que ça ne bouge pas, ils refont des demandes et voire ensuite, ils s'en vont. Donc il y a quand même un changement à ce niveau-là qui est assez important, je crois avoir fait le tour. Soit ils voient que ça ne bouge pas, soit ils ont l'impression d'avoir fait le tour. C'est-à-dire qu'il y a aussi une donnée qui est dans le côté éphémère. Ils sont persuadés d'avoir fait le tour beaucoup plus rapidement sur un poste que ce qui était le cas pour nous. Alors, à tort ou à raison, mais en tout cas, c'est leur ressenti. Et donc, ce cycle qui s'est raccourci de leur côté fait que, en effet, ils ont envie d'aller voir autre chose beaucoup plus rapidement. Il y a beaucoup, et du coup, on vient sur l'impatience qui est évoquée juste après. Oui, j'irais même plus loin. C'est que là où avant, c'est un peu ce que tu expliquais, David, avant, on faisait ses preuves, ensuite on demandait à évoluer, on demandait à avoir un poste, et maintenant c'est l'inverse. On vient, on dit, mais donne-moi ce poste-là à responsabilité, et je te montrerai que c'est le bon poste pour moi. Donc c'est une inversion complète de ce qu'on a l'habitude de voir. C'est plus, tu as fait 2-3 ans chez moi, j'ai vu que tu as du potentiel, je te fais évoluer. C'est, je veux tout de suite le poste, et moi je vais te prouver que tu as eu raison de me le donner. Donc c'est une manière de réfléchir qui est complètement différente, et ça revient aussi sur une centralisation sur la personne elle-même. C'est ce qu'on a mis dans le moi-je. C'est, moi je sais que je suis capable de le faire, je ne te l'ai jamais prouvé, mais donne-moi ma chance et je vais te montrer de quoi je suis capable. Donc c'est assez compliqué à gérer quand on n'a pas l'habitude de le faire. C'est une certaine aspiration du système américain, finalement, puisque l'américain, on donne le poste, prouve-moi que tu es capable, après tu n'es pas capable, en gros tu dégages. Mais les jeunes aujourd'hui se formatent un petit peu là-dessus et veulent justement ce poste avant même d'avoir approuvé ce qu'ils savent faire. Oui, et puis c'est ce qu'on disait, les jeunes ont amené ça dans la boîte et aujourd'hui tout le monde se l'approprie. Parce qu'il y a aussi cet état d'esprit en se disant, si ça marche pour eux, pourquoi pas pour moi? Et donc ce que la génération Z avait apporté, maintenant, c'est généralisé, et donc on retrouve du confort pour tout le monde. C'est pas parce qu'on a 55 ans et que ça fait 10 ans qu'on est dans la boîte qu'on va dire c'est pas grave, moi j'ai toujours travaillé comme ça, donc voilà, je vais aussi passer ma vie perso avant ma vie pro, et l'équilibre est en train de changer aussi. Oui, c'est ça, ça a infusé vraiment maintenant, quelque part, ça s'est propagé à l'ensemble des salariés. Voilà. Et après, ce qui reste peut-être un peu plus lié à la génération Z, c'est la recherche de sens qui va nous amener aux attentes sociétales, où effectivement, il y a quand même aujourd'hui les jeunes qui ne recherchent plus forcément une entreprise simplement qui veut faire du profit. Il y a quand même ce côté, il faut qu'ils trouvent un sens dans leur travail et dans leur poste. Voilà. Et donc, en termes d'attente sociétale, toi, tu vois quoi? Parce que c'est vrai que là, on a parlé de eux, ce qu'ils veulent, mais qu'est-ce qu'ils attendent de toutes les entreprises qui sont présentes? C'est ça. Au-delà d'avoir des attentes pour eux, qui sont déjà nombreuses, ils ont des attentes effectivement pour leur entreprise dans son environnement. Donc ils vont demander aujourd'hui à des entreprises d'être notamment beaucoup plus éco-responsables. On voit que ça fait partie maintenant, il y a même certaines entreprises qui sont boycottées parce qu'elles sont considérées comme pas assez écologiques. Ils vont lui demander d'être beaucoup plus dans le respect de l'égalité homme-femme, de l'accessibilité, de la non-discrimination.
lui demander également de faire beaucoup de formations, donc d'embaucher des jeunes, de garder les anciens et de faire se former les uns et les autres. Enfin, il y a vraiment cette demande que l'entreprise soit vraiment responsable, finalement. Voilà. Et malgré tout, ils ne sont pas très optimistes sur l'avenir. Non, malgré tout. Alors ça, c'est le côté nos futurs. Il y a un espèce de paradoxe qu'on n'a pas réussi à totalement comprendre, c'est que pour le coup, c'est quand même la génération qui continue à commander sur les sites qui font arriver des trucs de Chine à tout bout de champ et qui prend l'avion régulièrement pour partir en vacances. Donc là, il y a Voilà, c'est un peu la difficulté, tout ce paradoxe qu'il peut y avoir entre ces attentes écologiques, mais je vais prendre un avion 6 fois par an pour aller de l'autre côté du monde, où je vais commander quelque chose que je pourrais avoir localement. Je le fais venir de Chine parce que c'est moins cher et en plus, il faut que je l'ai tout de suite. C'est ça. C'est faire venir en 24 heures un truc à 10 € qui a fait 30 000 bornes. Et qui ne respecte pas forcément les règles non plus. Non. Donc voilà, c'est... Donc quelque part, il y a un petit peu de ce côté-là, nous, à notre sens, une attente que ce soit l'entreprise finalement qui prenne la responsabilité pour le coup du changement écologique et du changement global. Ça vient reposer quelque part plutôt sur la société qui va devoir, elle, évoluer et mettre des choses en place dans son environnement pour s'améliorer, plutôt que le salarié individuellement. Voilà. Donc une fois qu'on a dit tout ça, avec ce constat, voilà, je vois que vous êtes boosté, vous dites c'est parfait, le constat est super optimiste, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de s'adapter ou pas forcément en totalité, parce qu'il n'est pas du tout dit qu'on puisse non plus tout changer. Voilà. Après, on n'a pas la science infuse, on a travaillé sur le sujet, donc c'est des pistes que les entreprises vont pouvoir ou non mettre en place. C'est un choix qui reste là, à partir de ces constats. Chaque chef d'entreprise choisit ou non d'utiliser ces clés, d'essayer de les prendre, de les intégrer dans sa boîte ou pas. Et derrière, voilà, il faut voir comment ça évolue. Oui, alors tu l'as dit, ce sont des clés, donc ce sont vraiment des pistes sur lesquelles on propose d'aller et qu'on a essayé d'orienter autour de 6 défis. Et pour essayer de classifier un petit peu, même si on verra que les uns et les autres se regroupent et que finalement on a quand même des liens qui sont très forts entre eux. Donc le premier défi qu'on a identifié porte sur les talents qu'il faut arriver à attirer et puis ensuite à retenir, à fidéliser. Donc là, il y a un défi, compte tenu de ce que David a évoqué sur le fait qu'il souhaite changer régulièrement, qu'il souhaite faut arriver à trouver la façon dont il se positionne. Donc il y a tout un tas de notions, de mots-clés qu'on a mis autour de ça. Un des mots-clés principaux, c'est tout ce qui est marque entreprise. Marque employeur. Et donc, il s'agit aujourd'hui, pour un chef d'entreprise, de pouvoir vendre sa société, et pas seulement à ses clients, à son marché, mais à ses collaborateurs, enfin à ses futurs collaborateurs, à ses collaborateurs actuels. Et il s'agit vraiment de rendre sa boîte sexy. Cette notion de marque employeur, elle n'est pas nouvelle, elle existait déjà, mais par contre, elle est d'autant plus importante. Et on se rend bien compte qu'aujourd'hui, le marché du travail est tel que il faut arriver à attirer des talents. Alors, on trouve encore des entreprises, pas dans cette salle, parce que c'est au sein de Carbao, on a compris comment gérer les salariés. Mais vous avez encore des entreprises qui sont persuadées qu'il est une chance pour un salarié de venir dans l'entreprise. Parce qu'elle a un savoir-faire, parce qu'elle est dans un secteur d'activité spécifique, etc. Et donc, il n'y a pas besoin d'attirer des talents, ce qui est complètement faux, quel que soit le secteur. Moi, là, j'avais une anecdote auprès d'une entreprise qui pourtant est au niveau de l'aérospatial, qui est dans un secteur relativement technique, sur lequel les produits peuvent vraiment
intéresser intellectuellement les salariés. Et le dirigeant redisait il n'y a pas longtemps, oui, mais nous, compte tenu des produits qu'on a, les salariés ont une vraie chance de venir chez nous. Et non, c'est complètement faux. Tu raisonnes comme il fallait raisonner il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, plus aujourd'hui. Donc il y a une vraie réflexion à avoir pour vraiment renverser cette réflexion et vraiment essayer de vendre son entreprise auprès des candidats. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment trouver les clés pour pouvoir attirer ces salariés, alors, les talents extérieurs, et puis ensuite les retenir. Pour les retenir, il faut arriver à maintenir un lien avec eux, à leur donner du sens. Tout à l'heure, David évoquait la quête de sens. Ils en ont besoin. Ils ont besoin, dès le démarrage, de voir où l'entreprise va aller, comment elle va y aller, et quel est ce chemin. Ils ont besoin de faire partie de ce chemin. Donc, il y a besoin pour l'employeur d'être le guide, d'être quelque part un peu le guide spirituel qui va les amener sur cette quête de sens et qui va vraiment les attirer. Alors, il y a tout un tas de mots qui sont évoqués. Donc, il y a notamment, j'en prends au hasard, la QVCT. Alors QVCT, la qualité de vie, des conditions de travail, ça aussi, donc c'est un élément alors qui de toute façon est imposé par la loi, mais bien au-delà des obligations que l'on a, ça fait partie des éléments qu'il faut qui vont attirer des salariés. Sur lequel il faut arriver à jouer et il faut arriver à mettre en avant tous ces éléments de qualité de vie au travail dès la première minute. C'est-à-dire que dès le premier échange, le premier entretien qu'on peut avoir avec un futur salarié, ces éléments sont à mettre en avant. Et c'est vrai que l'entretien d'embauche, alors j'allais dire inversé, c'est pas tout à fait vrai. Mais il est vraiment important de pouvoir mettre en avant ces éléments-là pour que le salarié puisse se projeter et puisse se dire tiens, oui, je serais bien à vivre, à travailler là, à passer du temps. Alors, j'y passerai physiquement ou pas, ça c'est encore autre chose, mais au moins je sais que je peux me projeter et je peux m'imaginer travailler dans ces conditions. Et cet élément qui était peut-être un peu secondaire auparavant, en tout cas quand nous on a commencé, sont regardés de beaucoup plus près aujourd'hui. Alors il y a eu, entre-temps, il y a eu la génération 35 heures en disant quand je fais mon entretien d'embauche, la question c'est est-ce que j'ai des RTT et comment est-ce que je peux les poser. On est passé à l'étape d'au-dessus. La question c'est plus les RTT, c'est vraiment la qualité de vie au travail. Et en plus, non seulement il faut les attirer, mais pour les fidéliser, il faut faire ce qu'on promet. Il faut tenir les promesses. Et on parle d'implication parce que pour attirer les talents, pour mettre en place la marque employeur, il faut réussir à impliquer les salariés dedans qui prennent complètement en main toute cette image et toute cette marque employeur. Donc continuer à communiquer dessus pour que les différentes valeurs qu'on cherche à faire porter et mettre en avant sur l'entreprise soient vraiment présentes et portées par l'ensemble des salariés aussi. Alors, sachant qu'après, cette qualité de vie au travail, c'est là où on donne des pistes, c'est qu'il n'y a pas d'éléments uniques et c'est vraiment à chacun de trouver les éléments qui réussiront et qui seront accolés à votre personnalité, aux uns et aux autres chefs d'entreprise, puisque comme tu viens de le dire, il va falloir aussi le prouver. Donc ça peut passer par des choses très futiles, très simples. Alors il y a eu une époque où on avait l'histoire des baby-foot ou des corbeilles de fruits. Ça peut être valable pour certaines populations, pas pour tous. On voit qu'il y a certaines entreprises quand même qui en reviennent. Ouais. Mais pourquoi elles en reviennent aussi? Parce que ça ne collait pas à l'image forcément. C'est-à-dire qu'on dit tiens, on va faire ça, on va mettre un baby-foot pour faire plaisir, mais si ça correspond pas, ça colle pas à la personnalité, à l'activité, et finalement, du coup, c'est un peu une tache d'huile là au milieu de l'eau, donc c'est pas utile.
Alors, le deuxième défi qu'on voulait évoquer, c'était finalement amener les salariés vers un apprentissage continu. Les salariés sont en demande d'apprentissage. Et alors, ils le sont parce que, David vous l'a dit tout à l'heure, finalement, ils viennent en disant je vais te prouver que je suis capable de faire le poste. Donc, je n'ai pas forcément... Je ne viens pas forcément avec tout le bagage nécessaire et je vais avoir besoin que tu m'accompagnes. Mais donc m'accompagner, c'est-à-dire qu'il faut que tu me formes. Et donc je viens dans l'entreprise aussi pour pouvoir apprendre et je compte sur toi pour m'aider à évoluer, à apprendre. Et puis après, je m'en irai. Alors, parce qu'on sait qu'en effet, ils ne resteront pas, ils n'auront pas cette fidélité, en tout cas, parce que nous, on appelait la fidélité, vis-à-vis de l'entreprise. Donc cette demande d'apprentissage continu, elle existe, elle est réelle. Moi, je sais j'avais eu un questionnaire au sein du cabinet et il y avait des salariés qui expliquaient très clairement que tant qu'ils y trouvaient leur compte et qu'ils arrivaient à continuer à apprendre, ils restaient. S'ils voyaient qu'il n'y avait pas d'effort particulier fait en termes d'apprentissage, pourquoi rester dans cette entreprise et pourquoi pas aller dans une autre qui, elle, m'amènera à apprendre, à évoluer. Donc là, il y a tout un plan de construction à élaborer, à faire, à co-construire avec eux pour pouvoir identifier les points sur lesquels ils ont besoin d'être formés, ils veulent être formés, et puis essayer de construire ça alors de manière évolutive, parce que de toute façon, une formation est un investissement, et ça je vous l'apprendrai pas, donc il y a un coût, donc on a besoin d'avoir un retour sur cet investissement. Donc si on les forme tout de suite, surtout, et que 3 mois après ils sont plus là, là c'est pas du gagnant-gagnant. Donc on a besoin d'avoir de mettre en place cette évolution qui va permettre finalement à l'un et l'autre de pouvoir s'y retrouver et évoluer en parallèle, d'où cette notion de collaboratif que l'on a mis là sur le diaporama et qui vraiment va permettre aussi aux salariés au fur et à mesure de voir d'avoir ce sentiment de progression et de pouvoir petit à petit monter des marches. Voilà. Ce qui est difficile, c'est de pouvoir les faire patienter et c'est de leur dire j'ai un plan, mais tu ne vas pas pouvoir tout apprendre tout de suite. Et au fur et à mesure, tu vas apprendre, tu vas progresser et tu y arriveras. Moi, je sais qu'au sein du cabinet, il y a, pour le coup, il y a là un collaborateur qui est arrivé il y a 5 ans, qui a montré des signes d'impatience. Alors, il n'est pas de la génération Z, il est plus âgé, mais qui dit, moi j'aimerais faire ça. Très bien. Tu as beaucoup de sujets, beaucoup de choses sur lesquelles tu vas intervenir. Parfait. Maintenant, moi, je te dis, on va pas te le faire tout de suite. C'est-à-dire qu'on va y aller progressivement. Cette année, tu vas t'améliorer, tu vas progresser sur tel sujet. L'année d'après, sur tel autre. Et au fur et à mesure, tu seras tu seras en capacité de pouvoir répondre à cet objectif. Et donc là, on est 5 ans après. Et 5 ans après, on a réussi à atteindre ce qu'il avait prévu. En très grande partie. Alors là, on a refait un entretien annuel en début de semaine. Il a fixé d'autres objectifs, d'autres engagements. Mais donc, du coup, ce qui est important, c'est de pouvoir lui promettre des choses et puis au fur et à mesure faire les étapes qui permettent de lui faire prendre conscience que on arrive au fur et à mesure à l'atteinte de ses objectifs. Voilà. Ça réussir à le faire évoluer petit à petit et être en écoute. Parce que c'est ça, les salariés ont de plus en plus besoin d'être écoutés, ils ont leur image de où est-ce qu'ils se voient, mais c'est pas où est-ce que je me vois dans 5 ans. C'est ça me plaît, j'aimerais bien basculer, découvrir un peu ça. Donc c'est un vrai travail collaboratif qui doit être fait avec les salariés, donc mettre en place des formations à la fois internes et externes, pas forcément des formations externes avec le moule habituel d'évolution, parfois c'est complètement changer de poste et basculer sur une autre activité au sein de l'entreprise qui leur plaît.
ce qu'on a moins l'habitude, ce n'est pas forcément une évolution hiérarchique qu'il leur faut. Parfois, c'est vraiment horizontal. Ils veulent découvrir des nouvelles choses. Ils veulent apprendre en permanence. Alors, ce qui est d'autant plus vrai que ça répond aussi à l'environnement économique qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire que les métiers de demain n'existent pas encore, les métiers d'hier ne vont bientôt plus, ou d'aujourd'hui ne vont bientôt plus exister, donc chacun des postes évolue, et donc ils le sentent bien, ils sont au cœur de ça, et donc ils ont besoin de participer à ça. Et donc ça, c'est vrai que c'est très important de pouvoir avoir cet élément-là. Et donc dans les pistes pour vraiment pouvoir bien mener cet objectif, ce défi, c'est en effet avoir une communication régulière avec ses salariés pour pouvoir faire des points d'étape, pour pouvoir... Alors, on parle des entretiens, des entretiens annuels qui sont obligatoires, on parle de ces éléments, mais au-delà encore une fois, de l'aspect obligation, de l'aspect légal, ce qui est important, c'est finalement voir ce que l'on en fait et la façon dont on le fait. Et c'est bien faire comprendre, c'est bien avoir conscience, nous, dirigeants, et faire passer ce message que si on tient ces entretiens, c'est pas tant pour l'obligation légale que pour justement avoir ce dialogue et puis pour pouvoir avancer et faire avancer les choses. Après, oui, il y a un autre défi quand même. Alors, oui. On parlait de confort. Souvent dans les entreprises, il y a quand même pas mal de contraintes. Ben oui, alors ça vous le savez tous, hein, nos entreprises sont entourées de contraintes et elles le sont par la réglementation et donc avec une génération qui est beaucoup plus libre, qui en tout cas ne veut pas ces contraintes, ne veut pas se voir imposer un carcan. Il faut trouver des solutions aussi pour essayer de réduire au maximum ces contraintes. Donc réduire ces contraintes, déjà il faut pouvoir les identifier. Donc ça veut dire que c'est aussi, là encore, c'est de l'échange avec eux pour bien comprendre quelles sont leurs contraintes, qu'est-ce qui fait qu'ils vont se sentir bien dans leur poste. Et puis c'est pouvoir essayer de trouver les solutions pour pouvoir finalement répondre à cette libération entre guillemets. Alors, ça veut dire qu'il faut les écouter. Il faut les écouter. Donc ça peut arriver. Et puis il faut les entendre. Ouais. C'est ça. Ah, alors ça c'est autre chose. Alors, le télétravail en a été un exemple. Oui. C'est-à-dire que pour le coup, le télétravail est une façon de vraiment travailler de chez soi, sans contrainte. Si j'ai envie de rester en caleçon et en tongs, je reste en caleçon et en tongs, et je travaille quand même, et je travaille de manière tout aussi efficace. Il y en a beaucoup qui en reviennent aussi du télétravail. Alors, il y en a beaucoup qui en reviennent. Pourquoi est-ce qu'on revient du télétravail? Parce qu'on se rend bien compte que de toute façon, en travaillant à distance, eh bien, on ne participe pas à la culture d'entreprise et on ne fait pas se développer cette culture d'entreprise. Donc, on a beau avoir tous les outils qui vont bien, tous ces outils numériques qu'on utilise pleinement, on est quand même, on ne dit pas la même chose, on n'échange pas de la même manière avec ces outils et donc certains en effet en reviennent au moins en partie. Donc il y a toutes ces problématiques. Alors, on évoque la notion de sous-traitance. En fait, cette sous-traitance peut être aussi un moyen de finalement voir la relation entre un employeur et alors on va l'appeler un collaborateurs de manière différente. Donc, on peut distinguer finalement les collaborateurs internes de collaborateurs externes, et donc finalement ceux qui sont sous un format de salariat avec ceux qui sont sous un format plutôt sous-traitant. La sous-traitance est un moyen finalement de définir une relation différente et de répondre à leurs attentes. C'est-à-dire que un salarié, alors appelons le salarié qui a besoin de travailler quelques mois pour répondre à son besoin immédiat,
pour ensuite éventuellement se prendre un peu plus de bon temps et puis revenir après. Donc de travailler un peu plus par à-coup. La sous-traitance peut être un moyen d'y répondre et donc de dire bon bah tiens je te prends en mission pour répondre à tel ou tel sujet, telle ou telle problématique et puis bah ensuite tu vis ta vie, tu reviens. Alors ce qui est compliqué à gérer pour nous dans nos organisations. Mais ce qui peut aussi apporter de la souplesse sur la relation qu'on a avec les salariés. De ce fait-là, en fait, il y a énormément de salariés qui quittent les entreprises aujourd'hui pour ne plus avoir ces contraintes-là et qui se mettent en auto-entrepreneur ou qui montent leurs entreprises. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on va de plus en plus se diriger vers un système de sous-traitance pour que les gens puissent avoir leur autonomie. Quand ils sont salariés, ils font leur job, on parle du télétravail, etc. Et ils sont sous statut salarié. Donc, il n'y a pas trop le contrôle, ils veulent une certaine autonomie, ça glisse. Avec tous ceux qui se mettent en auto-entrepreneuriat, en sous-traitance, là, d'un coup, ils prennent la conscience que c'est leur entreprise qu'il faut faire tourner, que s'ils ne travaillent pas, bah, ils ne bouffent pas, tout simplement. Et du coup, il y a tout ce système, tout cet écosystème qui est en train de se mettre en place, qui est vraiment en train de se développer, et qui fait que vous allez avoir vos entreprises et vous allez effectivement avoir non plus des salariés, mais des sous-traitants ponctuels que vous allez prendre pour des tâches. Après, donc, là où il faut faire attention, c'est qu'une sous-traitance peut être requalifiée en travail dissimulé. Et donc ça, c'est aussi tout... En salariat dissimulé. Salarié, pas travail... salariat dissimulé, oui. Et donc, du coup, un des enjeux pour nous, c'est aussi de faire attention à ça. C'est-à-dire que de pas non plus se mettre dans une situation qui pourrait nous porter, nous dirigeants, en porte-à-faux, et donc qui pourrait au contraire nous apporter des problèmes. Donc cette notion de sous-traitance, on peut être amené à y répondre, mais faisons attention au cadre dans lequel on la met en place, parce que sinon on est rattrapé par la loi. Il faut juste faire attention à ne pas être le client unique. C'est ça. Alors, autre défi, celui de la réflexion participative. Cette réflexion participative, donc, on l'a évoqué, alors, ils veulent être acteurs. Aujourd'hui, un salarié veut être acteur de l'entreprise, de son développement, il veut, et il ne veut pas simplement juste recevoir des instructions à appliquer. Et donc, il y a nécessité pour le chef d'entreprise finalement de revoir la façon de gérer, de diriger l'entreprise. Donc, ça ne veut pas dire que le chef d'entreprise ne garde pas le contrôle et ne garde pas les manettes. Bien au contraire. Mais par contre, plutôt que de prendre des décisions seules, eh bien, il y a aujourd'hui une demande qui est de plus en plus forte de pouvoir, au niveau des salariés, prendre part aux échanges et pour pouvoir identifier des axes d'amélioration sur leur poste, sur la façon dont l'entreprise peut évoluer, sur un certain nombre de sujets. Il y a donc cette notion de réflexion participative qui est vraiment qui fait partie des attentes et sur lesquelles il faut qu'on soit à même de pouvoir répondre. Donc ça veut dire que là encore, le mot écoute, on va le retrouver. Et donc, il y a nécessité de pouvoir, dans nos organisations, prévoir du temps pour ces échanges, pour privilégier ces échanges. Alors après, à chaque structure de pouvoir trouver en fonction de nos tailles, en fonction de la façon dont on est organisé, le processus, le mode opératoire, mais donc définir un processus qui va permettre de forcer un petit peu la prise de parole, de pouvoir forcer cette remontée d'informations, ces échanges. Donc on voit le mot brainstorming alors, qui
est présent sur la diapo. Donc c'est en tout cas forcer ces moments d'échange. Et donc là aussi, il faut que ce soit en deux temps. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait cette remontée, mais il faut ensuite qu'il y ait cette redescente. Il faut qu'on puisse quand même donner le retour de ce qui est fait et qu'ils n'aient pas l'impression que ça a été juste qu'on a mis en place quelque chose pour leur faire croire qu'on pouvait les écouter, et puis après on prend de toute façon la décision qui nous convient. Il y a quand même aussi, il faut avoir de la cohérence dans tout le processus. Donc en tout cas, il paraît important de pouvoir être à cette écoute. Alors le mot agilité qui est en bleu, correspond aussi à des méthodes, la méthode agile, qui sont des méthodes de management, de gestion justement des projets. Et donc on va être amené à travailler beaucoup plus en projet. Et donc ces méthodes agiles sont vraiment un des moyens de mettre en œuvre cette réflexion participative, où à travers un projet, on identifie des objectifs d'évolution, on a cette réflexion et on met en place très rapidement, on identifie quelques clés qui sont relativement concrètes et qu'on met en place très rapidement. Et donc, du coup, il n'y a pas besoin que ce soit vraiment une transformation 360, mais qui est par étapes, des petites choses concrètes qui voient le jour et qui permettent finalement à chacun d'avoir le sentiment d'avoir participé à cette évolution. Et c'est vrai que ce qu'on peut associer aussi à cette réflexion participative, c'est la transparence. Parce que parfois, on peut avoir des remontées où on se dit c'est bien, ils ont des super idées, mais ça va prendre du temps à mettre en place. Et on a bien vu, les gens sont de plus en plus impatients et ils ne peuvent pas comprendre qu'il va falloir 2 ans. Donc c'est important, quand on ne met pas en place, quand on ne peut pas ou que ça va prendre du temps, d'échanger avec eux, de leur expliquer pourquoi, et qu'ils comprennent, oui, peut-être que l'idée est bonne, on ne l'a pas mise sous le tapis et ce n'était pas juste pour faire beau qu'on a fait cette grosse réflexion en incluant tout le monde ou en faisant un groupe de travail, mais qui comprennent que oui, on va le mettre en place, mais il y a différentes étapes à respecter où on ne peut pas le mettre en place parce qu'il y a d'autres éléments qu'il faut prendre en compte et qui nous en empêchent. Donc, il faut leur donner les timings, parce qu'ils sont dans l'attente, ils sont dans l'attente d'un retour. Et du coup, si les personnes ou les groupes de travail avec qui on a travaillé sur ces sujets-là n'ont pas ce retour, n'ont pas cette inclusion, et bien du coup ils se lassent, ils se posent des questions. C'est encore un patron qui en a rien à foutre. Enfin bon, voilà. Donc il faut vraiment les inclure dans les projets, être vraiment transparent. Il n'y a plus en fait cette pyramide proprement dite où c'est le patron qui dit tu vas faire cette tâche et c'est ainsi. Aujourd'hui, l'employé a besoin de comprendre et de s'impliquer dans la vie de l'entreprise. Mais quand on dit s'impliquer, c'est presque, je vous dirais, dans les grosses entreprises, qu'il n'y ait plus de comité de direction et que ce soit un ensemble, vraiment un ensemble des réunions, des informations entre vraiment la tête de la société et les employés, que tout le monde en fait puisse échanger et que toutes les infos soient transmises. Il y a les strates et la perte qu'il peut y avoir dans ces différentes strates, de remonter une info au N+1 qui va repasser au-dessus. En fait, tout ça, ça perd du temps et les gens ne veulent plus perdre de temps et veulent une réaction, ils veulent des informations très très vite. Alors après, une des chances qu'on a, parce que au niveau de Carbao, on est pour beaucoup quand même dans des entreprises à taille qu'on pourrait appeler humaines, donc sur lesquelles finalement cette agilité elle est beaucoup plus facile à mettre en œuvre. C'est-à-dire que plus la structure est grosse, plus les process doivent quand même exister pour que ces entreprises tiennent, fonctionnent, et donc plus cette agilité est quand même un peu compliquée à mettre en place. Là, nous, on est sur nos entreprises sont sur des tailles où on peut être réactif, et c'est un élément clé aussi pour attirer des talents. C'est de pouvoir insister sur cette faculté qu'on peut avoir les uns et les autres à avoir cette agilité et à rebondir. Ouais, mais ça veut dire qu'il faut être conscient
que justement, il faut avoir envie de mettre ces changements en place. C'est ce qu'on disait, nous, on ne peut pas l'imposer, c'est pas parce qu'on est petit qu'on est forcément réactif. Il y a des petites boîtes aussi où ça fait des années que c'est comme ça. Donc pourquoi changer un système qui marche? Et la question à se poser, c'est est-ce qu'il continuera à marcher avec toutes ces nouvelles attentes qui arrivent sur le marché? La réponse, tu l'as dans ta question. C'est ça. Ensuite, élément essentiel, la technologie va très très vite. On parlera d'intelligence artificielle cet après-midi. Je pense qu'il est essentiel de prendre en main ces évolutions. Mais oui, alors, dans le constat tout à l'heure, il était question de l'entreprise 2.0. Alors, la génération Z, pour le coup, est porteuse là-dessus, parce qu'ils sont nés avec la technologie, avec les outils technologiques, et ils n'imaginent pas la vie autrement qu'à travers ces outils technologiques. Ceci étant, on a bien vu on voit bien que les autres générations aussi, aujourd'hui, tout le monde est dépendant, accro des différents outils qui existent, en tout cas sur un usage perso. Alors maintenant, pour rendre son entreprise sexy, il a besoin que cette entreprise, et ce quel que soit son secteur d'activité, évolue et intègre cette technologie. Il devient compliqué d'attirer justement nos fameux talents si on ne montre pas que l'entreprise finalement n'évolue pas avec son temps et ne prend pas en compte cette dimension technologique. Alors cette dimension technologique, elle peut prendre différentes formes, et donc c'est ce que on vous a mis à l'écran, mais ça peut être ne serait-ce que la partie des réseaux sociaux. Aujourd'hui, alors la génération Z, mais encore une fois pas que, passe sa vie sur les réseaux sociaux. Donc le fait que l'entreprise n'y soit pas, ou que ces réseaux sociaux ne soient pas intégrés dans le fonctionnement de l'entreprise, quelque part c'est quelque chose qu'ils peuvent ne pas comprendre. Donc il y a vraiment la réflexion à avoir de notre côté sur comment intégrer ces technologies dans le fonctionnement de nos entreprises, aussi bien en interne qu'en externe. Comment faciliter la communication entre les uns et les autres. Donc on a évoqué tout à l'heure le télétravail. Le télétravail nécessite une dématérialisation et donc une réflexion sur l'organisation à avoir. Et c'est pas simplement de dire tiens, je reste travailler chez moi 2 ou 3 jours par semaine, mais la réflexion est de se dire de toute façon, quand je travaille à distance, je reste quand même au sein de ma tribu, on reviendra sur ce terme, mais donc je reste connecté avec les uns et les autres, et donc j'ai non seulement des outils, mais un process qui me permet de pouvoir intégrer ces éléments-là. Donc le fait d'utiliser tous ces outils, tous ces réseaux sociaux fait partie du quotidien, de toute façon. Donc, autant l'intégrer dans la structure pour pouvoir faire en sorte qu'il s'en serve à bon escient, et c'est ce qui va aussi rendre efficace le travail des uns et des autres. Donc, dans la mesure où ce sont des outils qui sont utilisés par eux, autant faire en sorte qu'on sait qu'ils sont à l'aise avec, qu'ils peuvent du coup travailler avec dans le cadre de nos métiers, intégrons-les. Donc là, moi, je sais que par exemple, au sein du cabinet, il y avait là une stagiaire qui était venue, qui a profité de son passage pour évoquer avec nous les outils qu'elle utilise dans son quotidien, pour voir dans quelle mesure ces outils, on ne pouvait pas nous les intégrer pour pouvoir faire des suivis de projets, des suivis d'avancement de dossiers au sein du fonctionnement et de la vie de l'entreprise. Donc c'est essayer vraiment d'intégrer ces outils qui évoluent. Il y a en permanence des nouveaux outils, ces outils évoluent, et c'est être à l'écoute de ça. Donc là, pour le coup, nous, notre enjeu, encore une fois, c'est être à l'écoute pour identifier ce qui peut servir et ce qu'ils utilisent déjà et qu'on peut intégrer dans le mode de l'entreprise. Ouais, sachant que c'est vrai que la technologie peut faire peur. On voit robotisation, IA, on peut se dire, oh là là, ça c'est
on va encore détruire plein de métiers, hein, c'est ce qu'on entend souvent. Donc on revient aussi sur la transparence, le besoin de communiquer, parce qu'il faut voir ça comme des outils. Je pense que tu as cité plusieurs fois le mot outil. Il y a beaucoup d'outils avec la technologie qui viennent et qui vont rendre le travail beaucoup plus agréable, qui vont éliminer certaines contraintes, certaines tâches qui n'ont pas vraiment de valeur ajoutée. Donc c'est aussi vivre avec son temps en intégrant ces nouvelles technologies. Je pense à l'IA parce qu'on en parlait encore hier et on va en reparler. Quand on voit qu'un ChatGPT, il arrive à générer des comptes rendus, maintenant il y a des outils intégrés dans PowerPoint, dans différents outils de travail qui font des comptes rendus automatiquement, des choses comme ça. C'est quand même des éléments qui facilitent la vie de tout le monde. Robotisation, souvent quand on parle de robotisation, on pense la machine qui vient, qui remplace la couturière, mais il y a aussi la robotisation dans les travaux manuels avec les exosquelettes. Un exosquelette qui fait que c'est plus facile de porter des charges lourdes, on s'abîme moins la santé. Donc c'est intégrer toutes ces technologies-là aussi qui vont apporter du confort et qui sont de plus en plus attendues par vraiment toutes les générations pour rendre le travail plus simple, plus agréable et donc plus intéressant. L'IA est un excellent exemple et montre les liaisons qu'il y a entre ces différents défis. L'IA, alors, évolue. Alors ça, cet après-midi, on aura beaucoup plus d'informations sur le sujet. Évolue de jour en jour. Et l'IA est nécessaire, va être ou est déjà nécessaire dans nos métiers. Mais pour être nécessaire, pour l'utiliser, faut-il la comprendre, la maîtriser. Et la formation va être indispensable sur le sujet. Donc tout à l'heure, on parlait de faire développer les compétences dans la formation continue. L'IA est l'exemple type sur lequel on voit bien que tous ces domaines sont fortement liés. Voilà. Malgré tout, alors, il y a quand même une réalité économique à garder en tête quand on est chef d'entreprise. Et donc ça, c'est notre défi, mais c'est notre défi de tous les jours. C'est-à-dire que on est avant tout des chefs d'entreprise, donc nos entreprises ne sont pas des organismes philanthropiques. Et donc, il y a la réalité du terrain quand même qui revient à nous, et donc on se doit. Une entreprise est faite pour être stable et pour être dans la durée. Elle doit quand même gagner de l'argent. Et donc, là où on a un rôle clé à jouer, mais là encore, c'est presque de la formation, c'est finalement de rappeler à nos salariés cette réalité économique qu'il y a autour de l'entreprise. C'est-à-dire que l'on prévoit une meilleure qualité de vie au travail, que l'on prévoit des baby-foot, que l'on prévoit du temps libre, que l'on prévoit de la souplesse, que l'on prévoit la mise en place de plein d'outils, de plein de formations. C'est très bien, mais tout ça a quand même un coût pour l'entreprise, et il faut que l'entreprise, elle s'y retrouve quand même. Donc, auquel cas, si elle s'y retrouve pas, il y aura plus d'entreprise, donc plus de salariés. Donc, comment on fait pour concilier tout ça ? Et donc, la nécessité est donc de pouvoir impliquer, là encore, les collaborateurs, les salariés dans cette réflexion. Et c'est de pouvoir être pédagogue, parce que tous n'ont pas en tout cas au démarrage, cette prise de conscience, et c'est de pouvoir les sensibiliser sur les besoins, cette fois de l'entreprise, d'avoir cette rentabilité et d'avoir un retour sur le travail qui est fait. Oui, l'humain est l'élément clé d'une entreprise pour pouvoir fonctionner. Et donc, il y a besoin de le mettre en avant, de le mettre en valeur. Mais pour autant, il faut aussi que cette entreprise elle ait des résultats. Et donc, il y a nécessité de pouvoir communiquer sur... Et tu évoquais tout à l'heure le mot de transparence. Un chef d'entreprise se doit d'être transparent. Il se doit aujourd'hui, on peut plus simplement dire ne plus parler, ne plus évoquer les problématiques de rentabilité, de marge, de résultats que peut avoir une entreprise. Alors, sans forcément rentrer dans les détails, parce que de toute façon, ils n'en ont pas besoin.
pas forcément l'envie, mais il y a quand même la nécessité de faire passer des messages sur l'activité, l'évolution de l'activité, de trouver les indicateurs qui sont parlants. Il n'y a pas besoin d'avoir une présentation non plus qui soit hyper détaillée, mais de pouvoir sensibiliser sur les indicateurs, les ratios, et notamment qui les concernent. C'est-à-dire que l'évolution du chiffre d'affaires, c'est très bien. Si on le met en lien avec l'évolution de la masse salariale, des coûts internes, et ben pour le coup, ça peut peut-être les sensibiliser sur certaines problématiques. Le fait d'avoir cette transparence permettra aussi de pouvoir être beaucoup plus clair dans les messages quand, à la fin de l'année, en fonction du moment qui est prévu dans l'entreprise, il y aura les demandes d'augmentation de salaire, les demandes de primes, les demandes... et bien là, il y a cette discussion et cette information préalable, finalement, permettra... soit de couper court dans certains cas, mais en tout cas aussi de préparer et de pouvoir mieux sensibiliser sur oui, je suis à même de répondre à ton attente, parce que dans les attentes qu'on a de leur part, il y a quand même une attente financière. Ils ne cherchent pas la gratuité. Le mécénat ne fait pas complètement partie de leurs attentes, en tout cas vis-à-vis de l'entreprise. Donc il y a quand même besoin de sensibiliser et de dire l'entreprise à tel niveau de marge, tel niveau de rentabilité, j'entends ta demande. Maintenant, si tu veux qu'il y ait cette prime, cette augmentation, il faut que tu nous aides à pouvoir faire en sorte que l'entreprise passe un cap et puis puisse aller sur tel niveau d'activité, tel niveau de chiffre d'affaires, tel niveau de rentabilité. Donc et on revient sur les notions de co-construction qu'on évoquait tout à l'heure. Donc c'était là encore beaucoup plus dans l'échange. Le fait d'avoir cette information descendante, puisque là pour le coup c'est une information qui va venir de nous, chefs d'entreprise, va être le moyen aussi de pouvoir mieux échanger, dialoguer et puis préparer l'avenir. Encore une fois, l'intégration du collaborateur va permettre qu'il s'implique dans l'entreprise, parce que le fait d'avoir, lui, ces indicateurs, il va se dire, la rentabilité, pas terrible, c'est peut-être pas le moment d'aller demander une augmentation, ou au contraire, de dire, là, on est performant, on peut y aller, on va peut-être pouvoir investir sur des outils, etc. Et donc, être encore plus force de proposition pour ce développement. Et tu as raison. Alors après, donc soit en effet, ils voient des indicateurs qui sont pas terribles, il y a à comprendre, et puis peut-être du coup, en effet, et puis être plus fort de proposition pour aider l'entreprise à se développer. Si à partir du moment où il est dans une entreprise qui a du sens et qui répond à sa quête de sens, il va avoir envie de l'aider de toute façon, il va avoir envie de faire partie de l'aventure. Donc le fait d'avoir des indicateurs, des ratios qui sont peut-être moins bons, c'est pas forcément une fin en soi, et donc il va pouvoir être partie prenante. Après, si les indicateurs sont au contraire très bons, il va peut-être dire je veux ma part du gâteau, ce qui peut s'entendre. Et donc après il y a cette réflexion à avoir en lui disant oui ou non, parce que on a prévu tel type d'investissement et on a besoin de garder des ressources pour tel ou tel besoin. Donc mais après voilà, il y a cet échange et cette réflexion commune sur l'évolution et le partage sur la stratégie. La stratégie, elle nous appartient. On est chef d'entreprise et donc c'est quand même à nous que revient ce rôle-là, mais à nous aussi de partager ces axes et puis peut-être des fois de les faire un peu évoluer à travers ces échanges. C'est ça. Ça veut dire que malheureusement ou heureusement, tout n'est pas sur le dos du chef d'entreprise. C'est pas vous qui devez tout faire, et il y a des choses où c'est vraiment toute l'équipe qui doit être investie dedans, qui doit faire le travail, et où on ne peut pas leur imposer. Donc tout à l'heure, on parlait de tribus. Faut réussir à transformer en tribus. Il faut réussir justement à transformer ces équipes en tribus. Alors non pas en tribus on va faire la fête tous les soirs après le travail, etc. Si ce n'est que c'est pas désagréable d'aller boire un coup en fin de journée. Cependant, cette tribu va permettre en fait que ces nouvelles générations s'intègrent, de donner les nouveaux outils
entre guillemets, à nos anciens salariés qui travaillent plus à l'ancienne, donc faire évoluer cela, et inversement, les anciens recadrer un petit peu les jeunes en leur disant hey, attention, tu es dans une entreprise, tu as des droits et des devoirs, et il ne faut pas oublier qu'il y a quand même des devoirs. Ensuite, cette notion de tribu va permettre une cohésion, et ça va permettre justement une certaine stabilité de l'entreprise, que toute cette tribu en fait s'épanouisse, et que si tout ça est bien cohérent, ça motive les gens et ça les motive à s'impliquer. On en vient aussi au principe d'éducation, parce que les jeunes, effectivement, qui sont tout le temps sur Snapchat à longueur de journée et autres, bah, les anciens, ils vont pouvoir leur dire « ton téléphone, t'es gentil, mais tu vas laisser un petit peu de côté pour l'instant, tu vas faire ton boulot ». Et puis, comme ça, tu vas pouvoir être un petit peu plus efficient. Donc, voilà, ça va leur donner des valeurs à ces jeunes. Hein. À la base, je vous rappelle qu'on est parti sur la génération Z qui a eu tendance à glisser, parce que il y a cette notion de tribu, justement, où on vient un petit peu faire un échange de compétences et de savoir-être. Donc, après, le dirigeant reste aussi le maître de tout ça. Il ne faut pas qu'il se fasse embarquer par sa tribu. Il doit quand même garder le contrôle et réussir donc à maintenir cette comment dire, motivation et toute cette cohésion. Voilà. Mais malgré tout, dans cette tribu, il a un rôle essentiel, puisqu'il doit mener sa tribu. Il doit mener sa tribu, et surtout, il doit être l'exemple. En fait, le patron de la tribu doit montrer qu'il est capable de faire ce que les gens font, ou bien leur expliquer, ou bien il doit s'impliquer là-dedans. Il ne doit pas dire, bon, tu as telle tâche à faire, etc. Il doit aussi s'impliquer, voir comment ça se fait, comment dire, vraiment s'impliquer au cœur du métier, et pas juste être un chef d'entreprise, je vous dirais simplement un gestionnaire qui dit, bon, c'est bon, j'ai mes équipes qui bossent, etc. Ça se fait. Aujourd'hui, il faut effectivement que tout soit ensemble. C'est un noyau. Ouais. Forcément, il y a des nouvelles pratiques à mettre en place. Le management va être à revoir un petit peu. On est tous d'une génération où on a eu un management à l'ancienne. Donc tout ça va être nécessaire d'adapter. Et comme tout va très très rapidement, eh ben, il va falloir se mettre sur les réseaux. Il va falloir justement, comme on disait, découvrir les talents qu'on a dans nos entreprises, parce que on a des jeunes qui sont connectés en permanence. Pourquoi allons-nous, comment dire, se mettre sur les réseaux? On n'apprécie pas, c'est compliqué. On a des talents, il faut exploiter les talents. Il faut justement déceler les talents qu'on a dans nos entreprises. Il y a des gens qui ne sont pas à leur poste. Et justement, il faut mettre le doigt dessus et lui dire « Moi, j'ai l'impression que tu serais peut-être mieux à ce type de poste. Pourquoi tu ne veux pas essayer ?» Et écouter aussi leurs propositions. De ça, on en revient à la flexibilité aussi. La flexibilité, aujourd'hui, il y a le télétravail, mais le télétravail, c'est pas on est pendant 7 heures derrière son ordinateur à bouger la souris, etc. Aujourd'hui, ils ont besoin d'aller chercher les enfants à l'école. Ils ont besoin d'avoir un temps de travail, finalement, qui n'est plus de 8h à 17h, mais on va se rendre compte qu'ils vont peut-être commencer à 6h le matin, arrêter de travailler de 10h à 12h, et puis à 21h, ils vont vous envoyer un mail, envoyer un devis au client. En fait, les horaires sont ultra flexibles aujourd'hui. Et ça fait partie du nouveau fonctionnement. Et c'est ce que ces générations-là attendent, de ne plus avoir cette obligation temporale. On continue, hein. Ouais. Du coup, distinction vie privée, vie professionnelle. Eh ben, en fait, c'est exactement ce que je vous disais. Ils ont besoin d'un équilibre. Ils ont besoin de s'épanouir. Ils ont besoin de pouvoir être libres. Alors, on n'est plus sur un système de... Il y a une... on laisse ces problèmes à l'entrée. C'est ouais, un peu ça. C'est ça. Aujourd'hui, il y a une tâche à faire. Il y a une tâche à faire. Grosso modo,
tu as 2 semaines pour faire cette tâche, il faut qu'elle soit faite dans les 2 semaines. Tu mets 1 heure à tout boucler ou tu mets les 2 semaines, c'est ton problème. Ouais. On veut un résultat. C'est ça. Alors, il faut garder une vigilance, évidemment, sinon ça glisse. Hein. On ne va pas payer les gens à rester chez eux, à rien faire, et voilà, ça, il ne faut pas se voiler la face. Et puis, il faut vraiment de l'échange avec les collègues, avec les collaborateurs, et que tout ça remonte dans ce noyau et dans l'entreprise. Sachant que cette vigilance, malheureusement, on ne peut pas l'imposer, c'est vraiment aux équipes de la mettre en place aussi, pour que le personnel ne déborde pas trop, que tout le monde sache où s'arrêter, où continuer, ce qu'on peut dire, ce qu'on ne peut pas dire, mais la vie personnelle, n'importe comment, rentre dans la vie de l'entreprise aujourd'hui. Ça, on ne peut pas faire autrement. Ce qu'il faut s'assurer, c'est que les limites soient claires entre ce que je peux partager, ce que je ne partage pas, et aussi l'image que ça renvoie. L'image que ça renvoie à la fois de l'entreprise, parce que c'est très bien les réseaux sociaux, tout le monde communique dessus, mais ça veut dire que tout le monde y a accès. Donc il y a des informations où il faut être vigilant sur la manière dont on échange. Il y a des éléments de la vie privée qui peuvent venir me nuire dans le monde professionnel parce que j'ai posté une photo de soirée où j'ai un peu trop fait la fête. Si tous les collègues ils le voient le matin, parfois ça peut être un peu gênant. Donc voilà, c'est réussir aussi à mettre ses limites. Et ça, en tant que chef d'entreprise, on ne peut pas leur imposer. C'est l'équipe qui doit réussir à s'autogérer. On parlait de tribu tout à l'heure, mettre des limites dans ce qui est acceptable pour la tribu et ce qui ne l'est pas. Et ça, c'est eux qui vont faire bouger les choses. Et nous, on est un peu le garde-fou quand même là-dessus en tant que chef d'entreprise. C'est ça, c'est l'équipe qui va effectivement éviter le mélange des genres et qui va se mettre un petit peu ses propres limites. Parce qu'aujourd'hui, on voit qu'on poste de plus en plus de choses. Et c'est sûr que ça peut se retourner effectivement contre nous. Ça peut des fois même mettre une mauvaise ambiance dans l'équipe si une soirée se passe mal. Donc c'est bien d'avoir une tribu, mais il faut quand même que les règles soient respectées, qu'il n'y ait pas trop de mélange des genres non plus. Voilà. On a fait le tour. Malheureusement, la personne qui a beaucoup travaillé là-dessus, Frédéric n'a pas pu venir avec nous, parce que nous, on a repris la main. Problème de santé, donc il s'excuse de ne pas être là, mais effectivement, on a travaillé donc les cercles des impulseurs. Vous avez un atelier pour savoir un petit peu plus en détail ce que c'est que les cercles des impulseurs. Donc on a travaillé pendant 1 an à peu près sur ce sujet, par groupe. On a fait des visios, on s'est vus, on a fait différentes réunions pour pouvoir vous proposer cette petite conférence. Animée par David Diallo, c'est moi, Romain Sgarbet, merci, Nicolas Cattel et moi-même, Michel Éric. Voilà. Et donc, en tête de tout ça, pour les synthèses, etc., Frédéric Serre, donc, qui n'est pas là. Ouais. On devait avoir Laurent Alexandre qui avait un petit mot à dire et qui est sorti. Ouais. Non, mais en attendant, si vous avez des questions, s'il y a des points sur lesquels on est passé vite ou vous souhaitez qu'on approfondisse un peu, n'hésitez pas. On va vous passer des micros. Voilà, le micro arrive. Donc relevez la main, la question. Voilà, hop, en là-haut. Madame, voilà. Est-ce que vous pourriez nous partager les sources que vous avez utilisées de documentation? Alors, pas forcément maintenant, mais sinon nous les envoyer. C'est vrai qu'on a beaucoup de sources parce qu'il y a, on va être honnête, depuis 1 an, même un peu plus d'1 an, il y a de plus en plus d'études qui sortent, des études par rapport aux nouvelles générations qui vont arriver ou qui arrivent sur le marché. Il y a beaucoup d'études sociologiques aussi sur les attentes, sur tous ces éléments-là. Donc oui, après on a vu beaucoup d'articles, mais effectivement on peut partager les sources sans problème. On s'est appuyé sur des articles de presse, sur des vidéos, sur vraiment sur plein de choses, et des études, des conférences et des articles de presse de tout horizon en fait. Ouais. On a des articles de presse de grande presse, de journaux spécialisés dans l'informatique, où justement ils commencent à mettre le doigt aussi là-dessus dans ces milieux-là. Donc ça touche vraiment tout le monde, je dirais pas ce problème, mais cette évolution. Ouais. Et puis il y a la radio, il y a des blogs, voilà, on a vraiment été pioché dans tout ce qui est possible, et parfois abordant le sujet de manière indirecte sur l'évolution du marché du travail, l'évolution des recrutements.
il y avait un article dans des journaux de DRH qui parlait justement de cette évolution-là, où sur 70 pages, il y a peut-être que 3 pages qui se rapportent à nous, mais justement qui permettent de se rendre compte de l'impact qu'ont tous ces changements. Ouais, du coup, ça serait intéressant d'avoir la liste. Oui, mais non, mais il n'y a pas de problème, on fera... La liste est longue. Ouais. Oui, non, mais c'est ça, mais on a la liste, donc il n'y a pas de problème pour partager ça. Là-haut, oui. Bon, merci de votre partage. Merci. Je n'ai pas vraiment une question, j'ai plutôt des réflexions et des remarques. Je vois 2 choses. Le public, en général, est en train d'évoluer et, en fait, vous nous décrivez une évolution sociétale qui, de plus en plus, tourne au psychiatrique. Il faut être très clair là-dessus. On a des problèmes cognitifs, d'attention, de concentration, de capacité et d'endurance, de résistance à l'effort, etc. Et on va dire, faire porter la responsabilité de corriger ça à l'entreprise, parce que c'est un peu le fond derrière. Les jeunes, on dit, bah oui, mais c'est à vous de me pousser. Non, mais garçon, si tu ne sais pas t'asseoir 1 heure pour travailler sur un sujet, je ne vais pas y arriver, moi, ça va être compliqué. Donc on a ça à un moment à adresser. J'ai un retour d'expérience de l'école pratique à Marseille, qui est une émanation de la CCI, où vraiment les dirigeants de la formation font de la rééducation des jeunes au quotidien. C'est-à-dire que le type arrive en short et en tongs, lui, non, tu rentres chez toi, tu t'habilles et tu reviens. Le téléphone est sur le bureau, non, le téléphone, il est dans le sac. Donc on a ce volet-là. Et à un moment, on ne peut pas faire porter à l'entreprise ce genre de choses. Mais la deuxième chose que je veux dire, c'est tout ce dont vous avez parlé pour l'entreprise sont des principes de management de base, quoi. Je veux dire, à un moment, quelque part, si les jeunes ou les collaborateurs sont arrivés dans des situations de blocage, de rébellion, etc., c'est parce qu'aussi, nous, en tant que dirigeants, on n'a pas eu des comportements exemplaires, les informations ne sont pas montées et descendues, etc. Ça, et je pense que votre contribution sur la deuxième partie est très intéressante, c'est la base. De toute façon, génération Z ou pas, on doit travailler comme ça. Michel ? Par rapport à votre premier point, c'est là où on en vient justement, quand on parle de tribu, que ce soit non pas le dirigeant qui aille dire à son salarié « tu vas aller t'habiller comme il faut, tu as une tenue à respecter », c'est justement les collègues qui vont, entre guillemets, les prendre sous leurs ailes et leur dire « bon, il y a des choses à faire, il y a des choses à respecter ». Donc c'est là où vient cette notion de tribu, parce que venu du dirigeant, c'est un peu mal pris. Donc ça peut vexer. En fait, il faut ménager les susceptibilités, tout simplement. C'est ça qui est demandé aujourd'hui. Et c'est ce qu'il faut qu'on arrive à faire pour fidéliser et réussir à garder nos équipes. Et donc, effectivement, après, c'est ce qu'on a mis en avant, c'est du management de base. Mais on est obligé de le rappeler parce qu'on a tendance à dériver. Et de ce fait-là, le salarié se sent moins à l'aise. Et puis, je pense que c'est ça. On arrive à ce constat-là. Le constat qu'on a fait au début, c'est quelque part, s'il y a cette opposition des nouvelles personnes qui arrivent sur le marché du travail, c'est parce que toutes ces bases du management, entre guillemets, n'ont peut-être pas été bien mises en place, ou les personnes extérieures et internes ne les voient pas, ne le ressentent pas dans l'entreprise. Donc même si, en effet, on en parle beaucoup, c'est très basique, ça fait des années. Nous, c'était le constat. Toutes les générations, à chaque fois qu'il y a une nouvelle génération qui arrive sur le marché du travail, on dit « Ah ben non, c'est une génération, on ne va rien pouvoir en faire ». Nos grands-parents, quand ils ont vu nos parents arriver sur le marché du travail, ensuite, quand nos parents nous ont vus arriver, ils ont dit « Ah mais c'est des bons à rien ». Et au bout du compte, tout évolue petit à petit, mais c'est toujours les mêmes sujets qui reviennent. Donc c'est qu'il y a un travail à faire en permanence, même si ce sont des bases du management. Certains modèles d'entreprise sont très intéressants. Vous regardez tout ce qui est l'entreprise libérée, c'est super intéressant. Lire le bouquin d'Hubert Joly, qui a dirigé Best Buy aux États-Unis, où il montre comment il a retourné cet énorme monstre, et il en a fait une entreprise qui progresse. L'holacratie est un excellent modèle, et je voudrais juste... Il pose 2 choses à l'entrée d'une entreprise holacrate, entre guillemets. Ils disent, OK, tu as des droits, mais voilà les devoirs, et voilà ce qui se passe quand tu ne respectes pas tes devoirs. C'est-à-dire, d'entrée, ils montrent, ils balisent,
la voie d'entrée, la voie de progrès et la voie de sortie aussi. C'est-à-dire être très clair au départ, dire voilà, ça va marcher, mais si ça ne marche pas, c'est par là. Et ça se passera comme ça. Poser les limites. Pour revenir sur le deuxième point de tout à l'heure, sur la façon de gérer l'entreprise, le management, les clés qu'on évoque, qui semblent évidentes, sont pas des clés qui ont toujours été utilisées. C'est-à-dire que ça semble évident aujourd'hui, mais alors déjà, je suis pas sûr que toutes les entreprises les appliquent. C'est-à-dire qu'il y a quand même un certain nombre d'entreprises qui sont quand même encore très directives et où on a vraiment du descendant et sous une certaine manière, mais ces règles de management sont loin de là, n'ont pas toujours été celles qui ont servi. Donc, on n'a pas la prétention de révolutionner à travers cette présentation, mais en tout cas de reposer quelques bases et en effet quelques bonnes pratiques. Oui, et puis de rappeler quand même aussi qu'effectivement, ça reste nous qui décidons au bout du bout. Donc chacun après s'adapte comme il l'entend, et effectivement c'est vrai qu'aujourd'hui il y a une éducation finalement permanente qui est un peu à revoir, donc on n'est pas non plus obligé de se plier en quatre, on a aussi le droit à un moment donné de leur rappeler leurs devoirs et justement c'était le point un petit peu tout à l'heure sur la rentabilité, que aussi ils se rendent compte qu'il faut aussi que l'entreprise elle tourne, c'est pas que dans un sens. Ouais. Et je pense que voilà, il y a certains mots qui sont revenus souvent, le mot transparence. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui parlent de transparence, qui disent « Ah ben oui, on est très transparent avec tous nos salariés », sauf qu'au bout du compte, les salariés ne comprennent pas le fonctionnement, ils ne comprennent pas pourquoi des décisions sont prises, et ils ont le sentiment de ne pas être écoutés. Donc rien que sur ces éléments-là, je pense qu'il y a encore un gros travail à faire, et quelle que soit la taille de la structure. Dans les très grosses, c'est beaucoup plus parlant que dans une petite boîte, mais même dans les petites boîtes, parfois avec 3 salariés, les salariés ne comprennent pas pourquoi le patron accepte un chantier et pas l'autre, pourquoi il accepte de les envoyer à perpète alors qu'il y a du boulot par ici. Donc, expliquer tout ça permet aussi de garder les salariés et de les garder motivés. Si on veut qu'ils bossent bien, il faut qu'ils soient motivés et il faut qu'ils comprennent ce qui se passe dans l'entreprise. Il faut qu'ils comprennent. C'est ça. Je vous propose de passer maintenant la main à Laurent Alexandre. Juste un mot, et sans déflorer ce qu'on va raconter avec Luc Ferry sur l'intelligence artificielle cet après-midi. Alors moi, je suis un vieux con. On n'a pas dit ça. Mon schéma d'entreprise n'est pas le schéma d'entreprise où on se couche par terre devant la génération Z. Moi, j'ai une vision de l'entreprise extrêmement simple. Le patron décide, les salariés exécutent. Le modèle sadomaso qu'on est en train de vouloir nous imposer, où on se couche par terre et on supplie la génération Z de bosser avec ses diplômes en chocolat, des masters Bac+5, où on ne sait pas faire un mail sans 15 fautes d'orthographe, c'est pas bon pour moi. Et je n'en veux pas. Et je ne peux pas adhérer à ce schéma sadomaso où on reçoit des coups au nom d'une idéologie mortifère et d'un jeunisme à la con. Donc, arrêtons cet exercice de sadisation qu'on accepte. La génération Z ne sait pas grand-chose, elle n'a pas d'expérience de l'entreprise, elle doit apprendre, elle doit bosser. J'ai, dans ma vie, créé une quinzaine d'entreprises, et certaines que vous connaissez, par exemple Doctissimo. Mes boîtes auraient toutes crevé si j'avais écouté cette idéologie où les jeunes ont toujours raison et où le patron passe sa journée à accorder une attention aux revendications, même les plus connes. Donc je crois que pour l'avenir de nos entreprises et de nos activités, ils ne font pas tomber dans ce jeunisme mortifère, débile, délirant. Donc il faut revenir à un schéma d'entreprise sain. Celui qui prend le risque capitalistique, celui qui prend le risque en cas de faillite, c'est vous. C'est pas la génération Z, c'est lui qui décide. Bien évidemment, l'entreprise n'est pas une prison, mais il ne faut pas se tromper de hiérarchie de valeurs. On est dans des modèles aujourd'hui managériaux délirants, où on accepte tout. Mais vous allez me dire, le rapport de force, il est en notre défaveur. Pas du tout. Avec la vague de l'intelligence artificielle et de la robotique, le rapport de force, il va être dans vos mains.
En quelques mois, vous pouvez augmenter la productivité de vos entreprises de 40 à 50% par l'intelligence artificielle et donc diminuer les effectifs dont vous avez besoin. Donc, arrêtons de passer du temps à se coucher devant la génération Z, passez votre temps à augmenter la productivité de vos entreprises grâce à l'IA et demain grâce à la robotique pour ne plus être les otages des exigences délirantes de la génération Instagram. C'est le message que je me permettrai de faire passer en tant qu'entrepreneur comme vous. Merci. Ah non, mais merci beaucoup, parce que... non, mais c'est vrai qu'on est d'accord avec ça. Le but, c'est pas d'être pris en otage, c'est de partager avec eux pour qu'ils comprennent, pour réussir à garder de l'efficacité. Ils doivent commencer par obéir et par apprendre. Apprendre. On est sur le côté apprendre, voilà. L'éducation n'est plus faite à la maison. Voilà, c'est un peu dur de le dire comme ça, mais il faut les éduquer pour les mouler au format de nos boîtes. C'est ça aussi. Après, on vous rappelle que la présentation qu'on vous a faite est un constat. Est-ce qu'il y a autre question? Merci Michel. Ah, commentaire? Alors bonjour, je me permets, est-ce que vous ne trouvez pas ça réducteur d'expliquer qu'aujourd'hui les jeunes... parce que moi je vais par exemple travailler avec mon fils, je suis en train de monter ma structure, et c'est un jeune qui a vraiment envie de travailler. Je pense que oui, il y a aussi des jeunes qui sont bien aussi. Oui. C'est le futur. Et puis en fait, il me donne beaucoup d'idées, et je suis pas... je trouve ça un peu réducteur de dire qu'aujourd'hui, c'est nous, on sait tout. Je ne sais pas, je vous pose la question. Est-ce que c'est ce que j'ai dit? Vous avez dit... J'ai pas dit qu'on était les vieux cons sachants avec les jeunes qui ne savent pas. Alors j'ai du mal comprendre. J'ai dit attention à ne pas adhérer à un schéma où on accepte tout de la génération Z, même quand elle fait 17 fautes par mail. Donc c'est un schéma managérial et un schéma idéologique contre lequel je m'insurge. Je ne m'insurge pas contre la génération Z. Et l'apport des jeunes générations, y compris en matière technologique, peut être intéressant. Même s'il ne faut pas le surestimer, parce que les études ont montré qu'en matière d'utilisation de l'informatique en entreprise, eh bien, les jeunes ne sont pas supérieurs aux moins jeunes. Donc c'est une fiction et pas une réalité. Donc rejeter les jeunes... Bien sûr, non. Accepter le schéma managérial où les jeunes ont toujours raison et où le patron se couche devant la jeune génération alors que c'est le patron qui prend le risque, non. Mon message est un petit peu moins manichéen que ce que... C'était important parce que dans votre discours, c'est ce que j'ai pu penser. Merci. Voilà. Oui, bonjour. Bonjour. Stéphane. Est-ce que ce que vous nous présentez aujourd'hui n'est pas la première étape d'une nouvelle forme d'entreprise qui est à créer? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce que le modèle de subordination, est-ce que le modèle capitalistique est l'avenir? Et est-ce qu'on ne va pas vers des voies de collaboration, de coopérative qui permettraient en quelque sorte d'associer cette volonté de création de valeur et de croissance et puis toutes les attentes des nouvelles générations? C'est la question qu'on s'est posée quand on a parlé sous-traitance tout à l'heure. C'est vrai que le constat, c'est qu'il y a beaucoup de petites structures qui se créent. Il y a beaucoup plus de collaboration. Aujourd'hui, même les très grands groupes, moi je pense, voilà, mon expérience, moi j'ai travaillé pour AXA. Aujourd'hui, la gestion des contrats n'est plus faite chez AXA. Ils ont soit créé différentes filiales qui sont indépendantes pour gérer chaque chose. Il y a les frais médicaux d'un côté, les collectives retraites d'un autre. Voilà. Donc oui, il y a de la collaboration. Je pense que c'est... ça fait partie des schémas qu'il faut effectivement étudier et dont on va... Enfin, c'est de l'émergent, tout ça. Donc oui, après, ça dépend des boîtes, ça dépend... Voilà. Comme on disait, il n'y a pas de solution miracle qui s'applique à tout le monde. Et en fonction des activités, parfois, oui, le fait de collaborer permet à la fois de gagner en flexibilité, de gagner en confort et de limiter les contraintes pour, entre guillemets, pour tout le monde, au bout du compte.
Là où je te rejoins, c'est qu'il y a en effet ces réflexions sur les schémas directionnels. L'exemple, c'est les sociétés à mission qui maintenant sont inscrites dans la loi, sur lesquelles qu'on commence à voir émerger et qui sont aussi une illustration. On a parlé RSE, on a évoqué la RSE, on aurait pu parler pendant 2 heures de la RSE dans le cadre là aussi de cette présentation. Mais oui, les schémas de direction, de management, d'organisation sont en train d'évoluer et le collaboratif en est une réponse. Ouais. Alors, moi, j'avais... moi aussi, j'avais une question, mais je vais attendre que tu aies fini. D'accord, pardon. On va essayer de faire court parce qu'on s'est fait appeler à l'ordre, mais on vous écoute. Sur le constat de départ, il me manquait quand même certains mots-clés, parce voilà, les entreprises changent sous l'impulsion de la Gen Z, mais pas uniquement. Il y a quand même une chose qui s'est passée, qui était le Covid, qui a fait en sorte que tout le monde s'est rendu compte que l'équilibre entre vie perso et vie... professionnel était important, et aussi la multiplication des burn-out. Il y en a certains dans la salle qui sont passés par là, qui sont devenus managers et chefs d'entreprise et qui n'ont pas eu envie de répliquer les modèles qu'ils ont connus. Ouais. Donc, c'est 2 choses qui ont fait que ça a changé. Et après, un autre mot-clé qui m'a manqué, c'est quand on parlait de participatif et de changement de modèle, c'est la gouvernance partagée, qu'on voit apparaître dans l'économie sociale et solidaire et qui fait écho à l'holocratie, mais je pense pas tout le monde voyait ce que c'était, où effectivement vous avez mis, et merci pour votre collaboration, sur les réflexions que vous avez eues sur ce qu'il faut en faire aujourd'hui, et effectivement je rejoins aussi, c'est un peu la base du management, mais après il y a aussi les pistes pour demain, parce que c'est un peu un retour de bâton ce que sont pris les chefs d'entreprise aujourd'hui, ils n'ont pas vu arriver la vague, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'ils ne se prennent pas la prochaine, quoi. Ça rejoint le commentaire précédent, effectivement. Oui, bah, de toute façon, alors, on a dû faire des choix de mots. Hein. On a eu une liste de mots, et là, pour la présentation, on a vraiment coupé. Voilà. Après, donc, oui, effectivement, le Covid a accéléré les choses. L'effet Covid a énormément accéléré les choses. Quand je parlais de l'auto-entrepreneuriat, etc., là, c'est un effet popcorn. C'est un effet popcorn, c'est impressionnant. Il y a je n'ai plus les chiffres en tête, mais le nombre d'immatriculations d'entreprises a explosé ces 2 dernières années. C'est incroyable. Malheureusement, il y en a qui ne tiennent pas. En fait, il va y avoir un effet soufflé. Hein. Il ne faut pas se voiler la face. Il y en a beaucoup qui se créent, mais il y en a aussi beaucoup qui vont s'effondrer d'ici 1 an ou 2. Après, voilà, chaque entreprise ne peut pas être pérenne. Hein. On sait très bien que chacune a ses activités. Et il y a des nouveaux métiers, il y a des anciens métiers. Par exemple, j'ai rencontré le dernier tailleur de pierre, un mec extraordinaire, artisan d'art. Il a reçu des médailles, etc. C'est lui qui a fait la coupe d'Europe. La Coupe du Monde, c'est lui qui a taillé les pierres pour les incruster dans la Coupe du Monde. Cet homme a pris sa retraite, il n'y a pas de repreneur. C'est fini. C'est un métier qui est mort. Il n'y en a plus en France. Bon, je voulais juste... Alors, attends. Si je peux en placer une. Je vais juste intervenir quand même sur le Covid. Parce qu'il ne faut pas, se tromper non plus. C'est-à-dire que le Covid, certes, a permis aux gens de se dire qu'il fallait revoir l'équilibre vie pro, vie perso, mais il a surtout donné l'illusion qu'on pouvait rester finalement un peu plus à la maison sans rien faire. Parce qu'on continue à être payé. C'est pas possible. C'est-à-dire qu'on peut effectivement faire un équilibre et ne plus faire 70 heures par semaine, et encore que je pense que ça fait belle lurette qu'il y a beaucoup de salariés qui font plus 70 heures par semaine, mais il ne faut pas non plus se dire que parce qu'on a été à la maison avec un salaire qui continue à arriver, avec du chômage partiel, que du coup derrière on va pouvoir faire ça toute sa vie. Et c'est peut-être justement le problème qu'on a, et quelque part qui conduit un peu à la réaction de Laure Alexandre tout à l'heure, c'est que ça c'est une illusion, ça n'est pas possible. Va quand même falloir continuer à bosser pour pouvoir continuer à gagner sa vie et avancer. Voilà. Dernière question. Non, c'était plutôt une argumentation. Un retour, oui, il n'y a pas de problème. Donc, Saïd Mustapha, Carbao Saint-Dizier. Donc, je fais partie des vieux cons. Juste pour illustrer un peu le fonctionnement, dans la boîte, on est 7. Il y en a 2 qui ont une 20aine d'années, 2 une 30aine d'années, et 2 autres une 40aine d'années, pour situer un peu.
dans la boutique, donc moi je suis un écolo convaincu, donc dans la boutique tout le monde le sait, et donc je sais que si c'est pas trié dans la bonne poubelle, je chose sur 45, et donc ils font attention à ça, y compris des gamins de 20 ans qui ne trient pas. Oui. Donc juste pour dire, pour le fonctionnement dans la boîte, on fait une réunion tous les lundis matins de briefing sur lequel on fait le check de la semaine qui est passée. Je précise, je suis dans l'informatique et les télécoms, pour les entreprises. Et le lundi matin, donc la réunion est faite, c'est pas moi qui anime la réunion, elle est faite à tour de rôle, okay, donc ça veut dire que moi je passe toutes les 6-7 semaines pour faire la réunion, et les alternants font partie du personnel, et donc à une semaine, c'est eux aussi qui présentent ça. Dans cette réunion-là, on check donc ce qui est arrivé, et parmi la transparence, une vraie transparence, c'est qu'ils doivent aller chercher dans le logiciel de gestion le chiffre d'affaires qu'on a fait, okay, les dépenses qui ont été faites et la marge qui a fait. Et donc, chacun est obligé d'indiquer quelle est la marge qu'on a fait sur le mois en cours. Donc, ça leur permet de savoir réellement ce que la boîte connaît. Okay, et ma boîte existe depuis 23 ans. Je n'ai jamais eu de demande d'augmentation de salaire. C'est moi qui l'ai fait sans les demander. Ils ont les chiffres en face. Et au niveau de la comptabilité, sur un chantier, ils savent exactement quel est notre prix d'achat, le prix de vente, la marge qu'ils ont faite. Et le fait de faire ça, okay, eh ben, ils se rendent compte réellement ce qui se passe, quoi. Voilà. Et au niveau de ce qu'est le fonctionnement d'une boîte, ils savent quelle est la TVA qu'on reverse, quel est le montant de l'URSSAF qu'on reverse, l'impôt société, etc. Et toutes les docs, les classeurs, y compris les relevés bancaires, sont à la disposition de tout le monde. Bon, il n'y a pas grand monde qui y va. Mais ça veut dire que le fait de jouer ça, effectivement, il y a une transparence. Et juste pour dire où va l'argent, hier, je discutais avec l'un de nos membres là, qui s'est payé une Porsche. Moi, je roule dans une 208, okay, et c'est exactement la même voiture que mes techniciens et mes commerciaux utilisent. Et donc, dans l'aspect d'être exemplaire par rapport à ça, ça passe aussi par ça. Après, je comprends bien qu'avoir une Audi Q7, c'est peut-être plus confortable pour certains, etc. Mais voilà, c'est une philosophie que j'essaie de partager. Pour l'instant, ça a porté ses fruits. Et c'est vrai que c'est assez exceptionnel. Je veux dire, c'est un fonctionnement qui est assez exceptionnel. Il n'y a pas beaucoup de boîtes où c'est comme ça. Mais en effet, tous les salariés se sentent complètement investis, impliqués dans la société. Et c'est ce qui fait que ça fonctionne derrière. Donc voilà, ça fait partie des pistes. Ça dépend effectivement de la volonté de chacun. C'est vrai qu'après, on peut comprendre en fonction de ce qu'on veut dans la vie, que dans son entreprise, on fasse différemment. Et donc, autant on peut avoir envie de rouler dans une 208, et autant, c'est vrai qu'il y a peut-être des chefs d'entreprise qui veulent une Q7 et qui se disent, moi, je mets aussi des risques et j'ai mis ma maison et ma famille en danger, mais parce que j'ai envie de bien vivre et de profiter de la vie. Donc, tout est entendable. Juste une remarque. En tant que chef d'entreprise, il faut peut-être aussi, en France, arrêter ce système d'assistanat, puisqu'on a énormément de mal à recruter. Oui. Donc on parle de fidélisation, mais la base, quand même, c'est de trouver du monde qui va y bosser, et c'est pas forcément gagné. C'est ça. Donc, on a beaucoup débattu là-dessus en un an, vous doutez bien qu'on en a parlé. Après, c'est vrai qu'on n'est pas rentré là-dedans. Il ne faut pas nous lancer, parce que là, on pourrait refaire une heure sur ces sujets. Et puis, c'était pas le sujet qu'on abordait dans le cadre de notre institution, même si forcément le sujet est régulièrement revenu sur comment motiver les gens à venir bosser. Et nous, on s'est concentré sur qu'est-ce que l'entreprise peut faire pour donner envie de venir, plutôt que voir comment faire pour que dans la tête, quelle que soit la génération, on se dise, oui, c'est mieux d'aller bosser que d'en profiter autrement. Et c'est vrai que ça, malheureusement, on n'a pas de poids là-dessus. On ne peut pas pour l'instant changer l'assistanat, sauf à se faire élire et à changer les lois. Mais on peut, nous, en face aussi, choisir de faire plus de recrutement et d'être plus prêts à remplacer les salariés qui s'en vont pour ne pas se retrouver dépendants non plus. C'est après, à notre niveau, chef d'entreprise, peut-être ce qu'on peut mettre en place pour ne pas se retrouver coincé. Et c'est qui les patrons? Parce que là, Walter, il commence à... Walter est en train de bouillir. Il est en train de bouillir, je vois qu'il change de couleur. Merci à vous. Merci beaucoup à vous. Merci pour votre patience. Et on vous souhaite à tous une très bonne CBP.